Charlotte Dornelas, dans un récent entretien accordé au site musulman oumma.com, le nouveau maire de Saint-Denis et Pierre Fitte-sur-Seine évoque une possible insurrection populaire, je cite, face à une éventuelle victoire du RN en 2027. Comment comprendre le peu de réaction que cela suscite? Alors c'est vrai que c'est au terme de son entretien, le journaliste lui pose la question de savoir qu'est-ce que lui inspire l'éventualité d'une victoire du RN. Alors il dit d'abord qu'il n'y croit pas, que peut-être qu'ils passeront le premier tour, mais que tout le monde sera suffisamment intelligent pour que le RN ne gagne pas. Mais si par malheur il gagnait, en effet, il aurait l'intime conviction que le peuple se lèvera et il s'en félicite et il revient dessus. On va y revenir. Il y a une double raison à ce que ces propos ne suscitent pas l'indignation qu'ils provoqueraient s'ils étaient prononcés ailleurs dans l'échiquier politique, tout simplement. C'est que la gauche ne suscite pas les mêmes réactions par le biais des relais médiatiques. C'est ça qui provoque une réaction évidemment générale. Vous noterez de manière assez simple, quand une personne à droite provoque en effet une polémique médiatique, on dit qu'il a dérapé. Et quand une personne de gauche provoque une polémique, on dit que un tel a des propos qui suscitent la polémique à droite et à l'extrême droite. En général, vous regardez les titres de presse, c'est systématique. Il y a des gens qui dérapent, et il y en a d'autres qui suscitent l'indignation à droite et à l'extrême droite. Ce qui montre un certain déséquilibre dans le traitement des indignations. Donc ça, c'est la première chose. Son positionnement sur l'échiquier politique l'explique. Et ensuite, Bali Bagayoko surjoue la représentation depuis qu'il est élu maire de Saint-Denis et de la Nouvelle-France, qu'il définit lui comme étant issu de l'immigration. Et cela inhibe les réactions de manière évidente. C'est une forme objective de discrimination qu'on vit depuis des années, puisque les propos ne sont pas analysés en raison de ce qu'ils sont, mais en raison de la personne qui les prononce. On ne réagit pas de la même manière, parce que nous sommes inhibés ou non selon les accusations que l'on pourrait nous opposer. Quand on réagit, cette discrimination-là, ne gêne pas grand monde. Je le note quand même, discriminer, c'est traiter différemment. Donc, en l'occurrence, quand on traite différemment, on discrimine. Bon, alors en effet, dans cet entretien, vous l'avez dit, il a l'intime conviction que le peuple se lèvera en cas de victoire du RN à la présidentielle. Et au journaliste qui le met en garde, qui lui pose la question en lui disant « mais c'est un appel à l'insurrection ». Il dit « oui, enfin c'est pas un appel, il y aura insurrection ». Il lui dit « mais attention, on va vous reprocher d'appeler à l'insurrection ». Et il dit « toutes les réformes importantes dans ce pays se sont faites par une insurrection populaire ». Et il cite la prise de la Bastille et le mouvement des Gilets jaunes. Alors, tout en se protégeant, je le précise quand même, de tout appel à l'insurrection, il dit non, le peuple sera suffisamment mature Oui. pour se lever tout seul et il n'aura besoin d'aucun appel. Bon, il prend deux comparaisons qui valent ce qu'elles valent. La Bastille, qui était une émeute d'abord assez parisienne, donc pour quelqu'un qui par ailleurs passe 1 heure à expliquer qu'il y a un problème de déconnexion de l'État par rapport au quartier populaire d'un côté, à la ruralité d'autre part, on va y revenir. C'est vraiment une émeute parisienne qui visait à renverser un régime. À ce que je sache, c'était pas un pouvoir justement légalement et tout juste élu. C'était pas exactement ça l'histoire. Et la deuxième chose, les Gilets jaunes, ils réclamaient de la considération de la part d'un État, notamment sur le terrain financier en raison d'une nouvelle taxe, de la part d'un État qui était jugé hors sol, déconnecté et trop loin de leurs problématiques quotidiennes. C'était pas, encore une fois, une révolte contre quelqu'un qui venait d'être élu par les urnes. Quoi qu'on pense de la situation qu'engendrerait une telle élection, c'est-à-dire le RN qui gagnerait la présidentielle, et de ce qu'elle pourrait engendrer par ailleurs dans la population, quoi qu'on pense de tout ça, ce ne serait pas le peuple qui réagira à une élection, mais une partie du peuple contre une autre. Puisque si le RN est élu, il y a bien une partie du peuple qui en sera responsable, entre guillemets. Évidemment, selon les règles, par ailleurs, collectivement admises. Puisque là, en l'occurrence, on parle d'une victoire qui serait légitime, au moins dans les urnes, et selon nos règles démocratiques. C'est donc bien l'appel d'un élu qui, clairement, cette fois-ci, appelle le peuple, ou même en se dédouanant de l'appel lui-même, mais en tout cas encourage le peuple à ne pas respecter un éventuel résultat des urnes. J'ai connu un milieu médiatico-politique s'inquiéter de cette éventualité sans même qu'elle ne soit prononcée. Et là, apparemment, il n'y a plus personne. Comment est-ce que Bali Bagayoko analyse justement les résultats des urnes et notamment ceux du RN? Alors là, c'est intéressant parce que pendant tout l'entretien, il revient sur la situation des quartiers populaires, sur les déceptions politiques et électorales, sur le labourage de terrain qu'il a fait avec ses équipes pour convaincre les abstentionnistes et sur la fracture politique qui existe dans le pays.
Il appelle, d'ailleurs, moi il m'a étonné sur plusieurs sujets, on lui parle de la police et il dit oui, on va voir, on va faire une convention, donc c'est plus aussi clair, le désarmement de la police, c'est plus exactement comme ça que ça va se passer. Il faut en effet une réponse ferme, parfois de l'autorité, que la justice passe. Il faut plus de policiers nationaux à Saint-Denis. Je ne sais pas si LFI a bien écouté l'intégralité de l'interview, ça pourrait les étonner. Il faut de l'argent aussi, parce qu'il s'inquiète du recul des dotations, vous savez, de l'État. Et il dit on ne peut pas mettre des taxes en permanence qui vont peser sur la classe moyenne, parce qu'à Saint-Denis, en effet, il y a peu de gens qui payent des impôts. Donc il dit on ne peut pas faire toujours peser ça sur la classe moyenne. Bon voilà, il a des réactions, ça fait peu de temps qu'il est maire, mais il y a déjà une réalité qu'il a rattrapée apparemment. Et à la question de la France fracturée, il répond que la fracture est d'abord politique, tout en passant toute l'interview à évoquer des fractures qui ne sont absolument pas politiques. Donc c'est très étonnant. Quand il doit la qualifier, il dit elle est politique, la République n'a pas tenu ses promesses et l'État n'investit pas correctement. Et il poursuit, l'extrême droite s'investit dans cette brèche, précisément. Donc le recul de l'État et le fait que la République n'a pas tenu ses promesses. Exactement comme lui, finalement. Lui aussi s'est mis dans cette brèche. D'ailleurs, ce n'est pas du tout un reproche de ma part. Il y a un problème. Les hommes politiques sont là pour apporter une réponse et ensuite les gens choisissent ou pas. Il y a un maillage territorial différent, en effet, entre les deux, mais ce n'est pas un reproche en soi. Et d'ailleurs, il le comprend puisqu'il dit lui-même, soit c'est nous, soit c'est eux, c'est-à-dire l'extrême droite. Donc il sait très bien que la bataille se joue précisément dans cette brèche. Ce qui ne l'empêche pas de voir non un adversaire, mais une menace raciste. Et alors là, je peux vous assurer que tous les partisans du pas d'amalgame, ils ont ce qu'il faut dans l'interview. Il parle de 140 députés racistes. Alors le journaliste lui dit 140 députés racistes. Et il dit oui, tous racistes, bien sûr, forcément. C'est quand même assez clair. Bon. Et des critiques qui le visent parce qu'il est un homme, je cite, noir et musulman. Alors moi, j'aurais aimé pour le coup qu'on lui pose la question de la raison des critiques qui visent par exemple Jean-Luc Mélenchon, qui est certes maghrébin mais pas encore noir et musulman, ou alors j'ai raté une étape quand même. Et des quartiers populaires abandonnés pour les mêmes raisons, nous dit-il, donc en raison de la population issue de l'immigration qui y est très fortement représentée, tout en appelant LFI à aller séduire la ruralité, abandonnée, je cite, de la même manière que ces quartiers-là. Alors là, c'est pareil, j'aurais aimé qu'on lui pose la question. Et pour quelle raison donc la ruralité a été abandonnée si les quartiers populaires l'ont été en raison de la forte présence de personnes issues de l'immigration. Bref, les électeurs du Rassemblement national, puisque c'était votre question, eux, sont pour une partie d'entre eux sauvables. Il le dit lui-même, alors les électeurs, ils sont peut-être pas tous racistes, dans la mesure où ils changent d'avis, évidemment. Sinon, leur choix politique ne sera pas respecté. On a bien vu, d'ailleurs, il a décroché Emmanuel Macron de sa mairie. C'est un peu la même idée. Soit vous êtes d'accord, soit vous ne l'êtes pas. Et alors, il faudra vous décrocher ou refuser le résultat. Et ils seront responsables de la victoire de l'extrême droite. C'est une pression qu'il adresse à tous les chéquiers politiques. Il dit si l'extrême droite gagne, les partis de gauche seront responsables parce qu'ils n'auront pas rallié LFI, c'est comme ça qu'il l'explique, et même les partis de droite parce qu'ils n'auront pas mis leur distance correctement avec l'extrême droite. Dernière question avant de recevoir notre invité. La définition de la Nouvelle-France, Charlotte Dornelas, qu'il donne comme étant celle qui est issue de l'immigration, n'est-elle pas finalement la réelle fracture ? C'est la sienne, ce que je vous disais, c'est la sienne de manière évidente, mais c'est pas celle qu'il qualifie au moment de qualifier la fracture. Donc moi, c'est quelque chose que j'aimerais creuser avec lui. Quelle est la fracture réellement contre laquelle il veut se battre ? Par exemple, il reconnaît qu'une partie des quartiers populaires, comme on les appelle, donc les banlieues, notamment celles qui existent à Saint-Denis ou à Pierrefitte-sur-Seine, tournent le dos, je le cite, aux valeurs de la République. C'est un moment où il parle de l'insécurité, donc en fait, tourne le dos au respect de la loi de manière assez simple, parce que la République, explique-t-il, n'a pas tenu ses promesses. Alors on peut avoir des discussions à l'infini sur les raisons pour lesquelles il y a un problème de délinquance dans ces quartiers, mais le problème existe, n'est-ce pas ? Lui, il l'explique comme ça, il le dit lui-même, mais ceux qui le disent et ceux qui discriminent ainsi les quartiers en le disant sont d'extrême droite. Il reconnaît par ailleurs, on lui pose la question, vous savez, de sa proximité éventuelle ou de la présence de personnes impliquées dans le trafic de drogue dans sa campagne ou au moment de sa victoire. Et il dénie absolument pas. Il dit « Je suis issu de ces quartiers-là, je connais donc certaines des grandes familles impliquées dans la délinquance. Tout le monde a le droit à une seconde chance et je refuse de faire le tri dans mes habitants. » Bon, alors ça compte pas pour Bardella, mais pour le reste, vous savez, il avait dit qu'il reconnaissait pas Bardella comme un habitant de Saint-Denis. Pour le reste des habitants, il n'y a pas de problème, il veut pas faire le tri. Donc il dit « Oui, j'en connais certains, mais ça n'empêche pas qu'il faut évidemment punir le trafic de drogue. » Il s'attarde pas mal là-dessus d'ailleurs. Mais ceux qui le disent parce qu'il est noir. Parce que la question lui est posée, on lui parle de frontières notamment, il dit « ils le disent parce que je suis noir ». Donc là, on ne sait plus, c'est vrai ou c'est pas vrai, on ne sait plus. Il évoque les problèmes de logement, de scolarité, de sécurité, de trafic, d'intégration économique, beaucoup de sujets.
mais le nombre n'est jamais une question et l'immigration en soi n'est pas un sujet. C'est un fait accompli quand c'est évoqué, mais ce n'est pas une question politique cette fois-ci. Et c'est un discours assez étonnant, un discours assez victimaire qui est assez étonnant parce qu'il raconte par ailleurs son chemin, lui, personnel. Ses 2 parents sont arrivés du Mali. Il est lui-même, donc 2e génération de l'immigration, élu maire de Saint-Denis. Mais la France est un pays dans lequel il a vu beaucoup de racisme. Et je finis juste là-dessus. Il a vu beaucoup de racisme. Le journaliste lui demande pourquoi. Il dit quand j'ai été cadre dans l'entreprise ou dans la vie politique, j'ai vu une norme blanche un peu partout, c'est-à-dire une majorité de personnes blanches, ce qu'il reconnaît lui-même comme n'étant pas du racisme, mais un processus d'intégration des personnes issues de l'immigration qui prend trop de temps. Ça n'est donc évidemment pas du tout la même chose, mais c'est pas grave. En raccourci, ça donne un pays raciste et un appel à peine voilé, une insurrection populaire qui serait, c'est mon dernier mot, je le cite, une prouesse démocratique énorme. Je vous laisse là-dessus.